Hey. Salut Mélo. Ça va? Oui. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. I know. Enfin non, on s'est vu. On s'est vu la semaine passée, mais pas Yeah. en live. Yeah. À l'émission. On s'est vu au show de Céleste Godin, Overlap. Yeah. Qui était vraiment bien. Yeah. Puis on avait reçu Céleste comme invitée il y a un petit moment et dans la discussion, elle avait parlé de sa première pièce qui est Overlap. Et donc, de le voir, c'était vraiment cool. Puis c'était vraiment bon. Et en plus, ouais, c'est du bon Yeah. théâtre. Hein. Yeah. C'était cool. Yeah. Puis c'était au Bus Stop Theater. On a reçu également la francophonie, c'est vaste. Et en même temps, à Halifax, hein, c'est petit. À Halifax, c'est dans les provinces-maritimes. Après, on dit toujours Halifax, c'est les provinces-maritimes, mais tu sais, on va pas à Terre-Neuve, il grâce Édouard, on n'y va pas. Voilà. Des cailloux et des pommes de terre. Après, je connais pas assez pour critiquer vraiment de manière objective. T'as pas besoin de critiquer. Non, mais critiquer dans le sens pas. Même critiquer en général, tu vois. Enfin, pas uniquement chialer dessus, tu vois. J'aurais dit chialer sinon. Fair. Moi, je suis allé à Chétican le week-end dernier. C'est où, Chétican? Chétican, c'est au nord de la Nouvelle-Écosse. C'est une place acadienne historiquement. Et c'est vraiment, vraiment nice. Je te cache pas qu'il y a des trucs qui me saoulent, comme le fait que tu puisses pas manger après 20h, 21h et tout. Ça, c'est un truc. Mais c'est juste vivre en ruralité. Ouais, vivre en ruralité I mean, en Nouvelle-Écosse. Yeah. Ouais, non, mais oui, dans le reste du Canada, j'imagine que c'est pareil, tu vois. Oui, non, j'imagine. Tu vas me dire que tu trouves de la bouffe après 21h au milieu d'une part en France? Non, c'est vrai en fait. Non, c'est peut-être vrai. Excuse me. À part près des grandes villes, c'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est la campagne. Ouais. Mais Chétican, en plus, tu vois, il y a le côté quand même. En fait, non, je connais la différence. La différence, c'est que en Nouvelle-Écosse, t'as l'impression. Après, je suis un immigrant, mais j'ai l'impression que tout est touristique. Tu sais, c'est des places où tu passes tes moments. A une grosse partie de son industrie, c'est du tourisme, ses revenus et tout. Donc, je comprends. Mais donc, du coup, comme je me sens un peu comme un visiteur et un touriste permanent, le fait d'être en Nouvelle-Écosse, et je me dis, c'est con parce que j'ai de l'argent à mettre dans... Enfin, pas d'argent à mettre, mais je veux dire, je voudrais bien acheter à bouffer quelque part, tu vois. C'est touristique, mais jusqu'à un certain point, et du coup, les gens du coin, ils sortent pas après une certaine heure parce que tu soupes à 5h et là, tu rentres chez toi. Du coup, on est allé dans une pizzeria qui servait un peu plus tard, tu vois. On n'a pas été servi en français, ça, c'était un peu... Ouais, je sais. Je sais. Plainte. Yeah. Et surtout, la nana, elle devait refuser tout le monde, quoi. Parce que, à partir d'une certaine heure, tu vois. Puis, enfin, bon, bref. C'était mon trip à Chétican, mais j'ai adoré le reste. Autre que la bouffe. J'ai énormément... Bah oui, non, mais ça compte beaucoup dans un voyage. Et on a beaucoup marché, on a beaucoup découvert de trucs et tout. Cool. C'est vraiment le Cap-Breton, pour les gens qui habitent au Canada, puis même ailleurs, hein, si vous avez l'occasion de visiter le Cap-Breton. C'est vraiment beau. Mon Dieu, c'est vraiment un mélange entre... plein de choses différentes, tu vois. De ce que je connais, ça ressemble pas mal à une part de l'Italie, la Corse, mais aussi côté Bretagne, tu vois. C'est très verdoyant et en même temps très rocheux et avec des sapins et des orignaux, en plus. Voilà. C'est en prime. Voilà, c'était nice. Bref, voilà. Et toi, ta fin de semaine c'était entre guillemets une longue fin de semaine, donc j'ai profité de ça parce que c'était donc plus relax. Puis sinon, j'ai mes cours, je fais ça. J'ai écouté des audiobooks, j'étais dans mon temps libre. C'était très chill. Cool. C'était occupé mais chill, donc ça a été une bonne semaine. Nice. On voit que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Yes. Alors, au sommaire de l'émission aujourd'hui, comme d'hab, on va passer l'actualité internationale à la loupe, parce que les gens, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas eu notre avis. Oh my God. Ils doivent être Les totalement perdus. Sorry, totalement guys. perdus. Non, on va essayer d'éclairer un petit peu ce qui se passe. On s'est concentré sur l'actu de cette semaine, parce qu'il y en a pas mal. Et aussi sur un petit fil rouge qui est une petite musique qui revient à nos oreilles, qui est la question des discriminations contre la communauté queer en général, à large, mais à plein de niveaux différents, et on voit qu'actuellement, les trans en prennent plein la tronche. C'est horrible. Horrible. Beaucoup. Et en fait, plutôt que d'analyser uniquement les lois anti-trans qui sont en train de se préparer, c'est plutôt l'atmosphère sous-jacente et par qui c'est mené, ça. Parce que les minorités vont être touchées de toute façon par ces mêmes personnes qui mènent des lois anti-trans, etc. C'est les mêmes qui n'aiment pas les immigrants, c'est les mêmes, tu vois. C'est les mêmes qui aiment pas trop les femmes non plus. Enfin, tu sais. Ah ouais. Donc, voilà. On va plutôt essayer d'analyser ça. Ensuite, on ira retrouver Olga en Afrique. Yeah. Nice. On va parler de cinéma. On va parler aussi d'une reprise notamment de choléra en Afrique du Sud. Oh, wow. Vraiment étonnant.
Et également, une plutôt bonne nouvelle, c'est qu'un des suspects du génocide rwandais a été arrêté justement en Afrique du Sud, et on va pouvoir en parler avec Olga, donc ça va être cool. Enfin, cette semaine, il y avait 2 assemblées générales intéressantes. L'assemblée générale de 2 gros pétroliers, Shell, qui est anglais, et Total, et qui ont été perturbés par des écolos, les satanés écolos. Ils laissent même pas les gens faire des réunions tranquilles, ben là. Non mais, les écolos, c'est un petit peu comme un shampoing anti-poux. Tu sais, ça va s'attaquer directement aux parasites. Tu sais, parce que dans ces assemblées générales, on va retrouver des gens qui ne travaillent pas et qui ont mis un petit peu d'argent de ces entreprises, donc qui vont tirer les bénéfices du travail des autres et de la destruction de la planète. Parce que des actionnaires, il y en a dans plein d'entreprises, mais là, c'est quand même... Tu vois, c'est la destruction de la planète, quoi. Yeah. Donc, on va aller regarder un petit peu tout ça. Et enfin, les bonnes nouvelles de la semaine, parce qu'il y en a quand même. Oui. Un petit peu, oui, si. Un petit peu. Si, oui, non, il y en a... Je pense que ça fait... C'est aussi des nouvelles qui font refléter plus loin que juste elles-mêmes. Là. Ça montre une vision du futur qui est peut-être positive. Voilà. Ça, c'est pas juste nice, c'est pas juste un petit truc sympa. Il y a plus de pensée en arrière. Voilà. Et en seconde partie d'émission, on ira retrouver Esso, qui sera en direct de Lomé au Togo, et qui est représentant d'une association qui s'appelle Jeunes Verts, et qui milite au Togo pour de l'écologie. Du coup, ça nous intéresse d'avoir un petit peu le point de vue. Dès qu'on peut faire rentrer le point de vue africain et d'Afrique francophone dans cette émission, c'est super important. Le Togo, c'est un petit pays, mais ça mérite d'aller voir ce qui se passe, justement. Ça mérite d'aller voir ce qui se passe. Je te propose d'attaquer avec le retour sur l'actualité. Let's go. Alors, Turquie. Il y a une bonne nouvelle dedans, c'est qu'il y a 2 semaines, on vous en parlait déjà, c'est un scrutin important, c'est peut-être la fin du règne de Erdogan, enfin, qui peut être jugé comme... ça fait 20 ans qu'il est là, il mène des politiques répressives, il commence... Enfin, alors que tout le travail d'Atatürk et de plein de gens, à un moment, ont été de séparer justement la religion et l'État, lui revient dedans à fond... religion, aucun problème, tu vois. Mais dans les affaires de l'État, pour discriminer, et en plus s'en servir pour discriminer d'autres gens, c'est chaud, tu vois. C'est ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 semaines, il n'a pas atteint les 50% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle turque. Et donc, ça fait qu'il y a un second tour, chose qui n'a pas eu lieu depuis longtemps en Turquie. Alors, je vais sûrement mal prononcer le nom de son opposant principal, qui est Kemal Kılıçdaroğlu. Ok. J'aimerais bien pouvoir bien prononcer. Et les gens, j'ai eu beaucoup de discussions sur notre Instagram avec des gens qui justement me parlaient de l'élection en Turquie et tout. Si vous voulez me corriger sur comment je l'ai dit, je sais que vous m'envoyez toujours plein de vocales. Faites-le parce que je ne sais pas prononcer ce nom. Bref, lui était 5 points derrière Erdogan au premier tour. Mais Erdogan était à 49,52 et donc Kemal, je vais l'appeler Kemal, était à 44,88, 5 points derrière. Wow. Donc c'est beaucoup quand même, tu vois, à l'échelle d'un pays. Mais il y avait une troisième personne. Alors, dans une élection, on entend souvent cette chose-là, mais la troisième personne, celle qui détient un peu de voix, c'est un peu le faiseur de roi. C'est lui qui va décider un petit peu qui va être élu, tu vois. Donc, lui, le fait d'être deuxième, c'est pas une position très, très cool dans une élection. Vaut mieux être troisième. Parce que quand tu es troisième, tu peux reporter tes voix d'un côté ou de l'autre. C'est de la bidouille électorale. Je suis pas fan de comment ça se passe, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et lui, le troisième, c'est Sinan Ogan, qui est le candidat de l'Alliance Ancestrale. Donc, Alliance Ancestrale, tout de suite, on peut se mettre dans la case, c'est des fachos. Voilà. C'est un parti ultranationaliste. Mais comme le parti de Kemal, qui est le deuxième, qu'on aimerait voir gagner, parce que... Pour changer un peu les choses. Au moins pour changer, qu'il y ait une rotation, tu vois. Le parti de Kemal est plutôt centre-gauche, on va dire, voilà. Mais c'est quand même une coalition de plein de gens qui en ont marre d'Erdogan. Donc ça rallie aussi de la droite, ça rallie un peu. C'est vraiment une coalition, mais menée par un mec plutôt centre-gauche. Et la mauvaise nouvelle qui vient après ça, c'est que Sinan Ogan, donc le troisième candidat, qui est ultranationaliste, lui n'est pas... Il a fait sa campagne sur l'anti-erdoganisme, si on peut l'appeler comme ça. Parce que c'est ça que tu fais quand tu as un opposant, tu dis que l'autre est pas bon. Un gros opposant. N'empêche que là, le faiseur de roi a choisi son camp et il a appelé à voter pour Erdogan. Sûrement avec un poste de ministre à la clé, avec une contrepartie intéressante. Du coup, l'élection a lieu dimanche. Va falloir suivre ça. Ça donne peu de chance à la coalition d'alternance, on va dire. Mais on va regarder.
Une chose à noter, je l'ai mis aussi dans la présentation, c'est la pression sur les Kurdes. Faut savoir que Erdogan, et j'en parlais justement, le lien entre la religion musulmane et l'État turc, fait aussi quelque chose, c'est que les Kurdes ne sont pas musulmans, en tout cas, certains sûrement le sont, tu vois, mais en gros, c'est pas le cœur de leur peuple, tu vois, et ils sont énormément discriminés en Turquie, et on a des témoignages de communautés kurdes, donc au sud de la Turquie, donc proche de la Syrie, là, énormément de présence policière, comme s'il y avait une sorte de... en fait, n'allez pas voter, les gars. Ouais. N'allez pas vraiment voter. Yeah. Officiellement, on dit rien, mais on est là, faites attention. C'est ça. Et puis, voilà, il se passe des choses... Voilà, je voulais vérifier les sources avant de dire quoi que ce soit d'autre, mais il semble y avoir une grosse présence policière turque à la frontière, et avec tous les villages kurdes, du coup, qui seraient un petit peu en état de semi-siège, comme si tu te sentirais pas à l'aise pour aller voter, quoi. Ouais. Parce que c'est des provinces qui, majoritairement, votent autour des 80% pour l'opposant à Erdogan. Wow, ok. Donc ça explique cela. On aura le résultat dimanche. On a moins d'attente. Il y a déjà eu au moins un second tour. C'est ça. Il y aura une opposition dans les chambres. On verra ce qui se passe. Who's this guy? C'est une grosse merde. Ron DeSantis. Tu peux nous dire un petit peu ce qui se... donc c'est un homme politique américain qui... en fait, j'ai écouté quelque chose sur lui ce matin. En fait, donc il a beaucoup fait de va-et-vient sur certaines politiques au fur et à mesure. Ça fait à peu près 10 ans qu'il est dans le système. Et maintenant, il est devenu gouverneur de la Floride. Floride, qui est un État qui a toujours été un peu entre deux, où ils appellent ça un État violet. Donc, rouge et bleu donne violet. Alors, vraiment, entre les deux, c'est un endroit où tu sais jamais trop dans quelle direction ça va aller. Yeah. Ça dépend vraiment de l'époque. Il a été, comment je peux dire, propulsé dans les dernières années en étant vraiment à l'avant-garde du côté des Trumpistes. Donc, il y a une vidéo de promotion de son élection pour être gouverneur où, par exemple, il lit, je crois, à sa fille un livre pour enfants, mais qui est à propos du mur de Trump qu'il veut construire. C'est vraiment weird! C'est vraiment weird! Mais apparemment que les gens adoraient, donc il a été choisi. Alors, pourquoi on s'intéresse à lui? Parce qu'il a annoncé officiellement être candidat à la primaire des Républicains. Yep. Donc, en face de son ancien chef, Donald Trump. Que Donald Trump, c'est le seul des autres candidats dans son camp, on va dire, qui n'a pas reconnu ou dit bonne chance, quoi. Yeah. Donc, déjà là, attention. Alors, Ron DeSantis a officialisé sa candidature via un live sur Twitter qui s'est passé d'une manière nulle. Il n'y a rien qui marchait. Même Joe Biden, donc du coup le président démocrate actuel, a juste fait un tweet. Alors, son équipe de campagne a fait un tweet en disant « Ce lien-ci marche », en mettant son lien de donation pour sa propre campagne, parce que les liens visiblement de Ron DeSantis ne marchaient pas. Non, et l'audio, c'était du... tout le long au début, parce que et je crois qu'il y a quelqu'un qui dit désolé, le contact fonctionne pas bien, donnez-nous une minute, mais vraiment comme problème technique. Et c'était hébergé, ce live Twitter, par Elon Musk directement, qui lui devait être en panique parce que il s'est dit je vais héberger un live d'un mec de droite, ça va être cool, c'est plutôt mon camp. Ouais. Voilà, tu sais. Et puis en fait, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc, catastrophe entre Ron DeSantis, qui lui-même est une catastrophe, tu vois. Ouais. Même si il faut pas le minimiser un petit peu, ce candidat, parce qu'il est présenté comme étant un Trump poli, avec un cerveau, mais tout aussi dangereux pour les minorités. On va en parler après dans notre news sur les attaques contre les communautés LGBTQIA+, et les communautés queer en général. Mais Ron DeSantis, c'est notamment celui qui a fait passer la loi Don't Say Gay en Floride, qui interdit les professeurs et l'entourage des élèves d'évoquer l'homosexualité dans un contexte scolaire. Ce qui inclut genre dire si moi je dis j'étais avec ma femme hier, non, tu peux pas parler de toi-même. Tu sais, ça peut vraiment être utilisé pour tout et n'importe quoi, la façon que c'est écrit. Ce qui est c'est problématique déjà en général, mais le fait que c'est écrit d'une certaine façon,
ça peut vraiment être utilisé pour un peu tout et n'importe quoi où on veut attaquer des gens pour les faire disparaître. Yeah. Il est anti-immigration, il fait des attaques contre la communauté queer, voilà, c'est un conservateur à mort, il va globalement être dangereux pour les droits des minorités, pour les droits civiques en général. Donc on va suivre ça. Je pense qu'il sera... Vu la conquête qu'il est en train de faire un petit peu du pouvoir, je pense qu'il va battre Trump à la primaire et je pense qu'il sera peut-être en bonne voie pour battre Joe Biden. Surtout que lui est assez jeune, il a 44 ans, il me semble. Tu vois. Oui, non, il présente bien. C'est ça. Écoute, j'ai rien à dire là-dessus. Je peux ne pas être d'accord. Tu le trouves beau gosse. Totally. Ron, wow. On va pas dire ça. Non, mais je veux dire, il présente beaucoup mieux que Trump. Oui. Right? Surtout puis même à l'âge de Trump, j'ai envie de lui dire comme mec, prends ta retraite, enjoy comme Vulcan. Mais non, quand t'es... Non. Voilà. Petite news intéressante, le président de la République démocratique du Congo était en voyage d'affaires, en voyage diplomatique en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Ce qui m'a intéressé dans cette nouvelle, c'est... le deal, l'accord qu'ils ont déjà passé il y a plusieurs mois, qui s'appelle des infrastructures contre du minerai. C'est infrastructure contre minerai, c'est le nom de l'accord qui est passé et qu'ils sont en train de réviser là. Et en fait, en gros, ça montre bien l'implication, les deux marchent, mais l'implication de la Chine dans la plupart des territoires des Suds, on va appeler ça comme ça, et notamment en République démocratique du Congo, qui, elle, a besoin énormément d'infrastructures. C'est un pays qui a besoin d'infrastructures, qui développe ses infrastructures. Et donc, c'est un bon deal parce que ça va permettre des exportations à coût maîtrisé pour la Chine, surtout en termes de minerais. On sait que la Chine a besoin d'énormément de minerais, puisque c'est l'usine du monde, on va le rappeler. Et donc là, voilà, il est en train de se passer des choses du côté des Suds. Là où pourquoi ça nous intéresse dans cette émission, la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde. Sa capitale, Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone au monde. C'est intéressant pour nous de suivre ça, un peu comment ça se déroule, justement, ces grands échanges, on va dire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se développe et qui est à suivre, et des deux côtés où la critique, elle va plutôt dire OK, mais on envoie des professionnels chinois faire X infrastructure qui est utile, mais on ne va pas entraîner des gens locaux, donc nous, on ne peut pas s'occuper de nos trucs. Et on ne peut pas continuer à construire. Est-ce qu'il y a un transfert de technologie? C'est toujours ça la question. Quand il y a un deal entre deux pays, quand par exemple, colonialisme français, la France continue d'aller faire des infrastructures en Afrique parce qu'elle gagne les appels d'offres, pas parce c'est plus simple, francophonie, ancien contact, etc., etc. La question, c'est la question du transfert de technologie. C'est ça. Est-ce que quand tu viens en tant qu'entreprise te mettre dans un pays pour remplir un contrat, est-ce que tu transfères ta technologie d'entreprise aux locaux, au pays qui a gagné ton contrat? C'est ça, même au moins juste pour de la maintenance. Exactement. Des trucs Ou comme est-ce ça, que tu vas être dépendant à vie de cette entreprise qui t'a aidé? Voilà. Donc, il y a plein de gens qui sont pour. Là. Je ne suis pas sur place. Je ne suis pas la personne qui est experte de ça du tout. C'est surtout que c'est avantageux pour le Congo, tu vois. Oui. C'est vraiment avantageux pour eux. Surtout que la Chine est en train de montrer et de révéler... Alors, la Chine, c'est un régime... on a l'habitude de dire... On traite tout le monde de facho, mais la Chine, désolé, c'était pas un pays communiste, c'est un pays d'extrême droite, clairement, avec une dictature qui est en place. Il faut le dire clairement, qui est ultra loin des idéaux d'antan, qui ont un moment émergé, tu vois. Même si le maoïsme était pas mal une horreur aussi pour pas mal d'aspects, tu vois. Mais clairement, la Chine est le pays roi des infrastructures. Oh yeah. Clairement, 100%. Le développement ferroviaire, le développement routier... Voilà, donc du coup, les pays d'Afrique peuvent lorgner aussi sur ces alliés de circonstances qui peuvent être vraiment intéressants pour leur pays. Surtout que les deux ont besoin l'un de l'autre. Donc à suivre, intéressant. Le dernier point, ça c'est plutôt une bonne news. Est-ce que tu te souviens de ce gars? T'en as déjà entendu parler? Lui, c'est le leader des... Alors, je vais dire son nom. Stewart Rhodes. C'est le leader des Oath Keepers, donc les... Comment on pourrait dire ça? Les gardiens du serment. Je dirais ça comme ça. C'est une nébuleuse d'extrême droite américaine. Lui, il est c'est un leader avec un cache-œil. On dirait un pirate. Jean-Marie Le Pen, mais version américaine et, tu vois, plus jeune, voilà. Et lui, fait partie un petit peu de la mouvance Proud Boys, toute l'extrême droite américaine. Etc. Mais la mouvance plutôt
néo-fasciste armé quand même, on va pas se mentir. Donc, avec aussi peut-être des relents accélérationnistes. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'accélérationnisme? Ah, c'est genre tu pousses pour que la fin du monde arrive pour pouvoir reprendre contrôle. Exactement. Alors, les accélérationnistes, c'est une mouvance qui est née, je pense, qui est née aux États-Unis, qui s'est propagée pas mal au Canada. Je crois que oui. Puis, pareil, maintenant, Allemagne, France, etc. Il y a pas mal de groupes qui se servent de ces techniques. Le but, c'est de créer des tensions entre ce que eux appellent des peuples dans des mêmes pays pour pouvoir, en gros, révéler au grand jour, selon eux, des théories comme le grand remplacement, le fait que les immigrés remplacent les natifs, etc. etc. Toutes ces conneries-là. Il y a un podcast, je crois que c'est du New York Times, qui s'appelle Day X, qui parle de ça en Allemagne, où c'est ça, c'est toute une infrastructure. Il y a plein de différentes choses dont il parle. Je vais noter ça. Mais il y en a un où ce groupe plante une arme dans t'en avais déjà parlé. L'espace où il y a quelqu'un qui, je crois, d'origine syrienne, ou enfin qui est immigrant relativement récemment. Et donc, on trouve un fusil sur ce gars. C'est évidemment lui qui a fait quelque chose quand non, c'est pas lui. Oui, c'est lui. Et ça fait vraiment partie de l'idée où on va forcer cette haine contre un autre groupe, que ce soit vrai ou non à ce moment-là. Parce que de toute façon, c'est, entre guillemets, c'est clairement pas légitime, mais dans leur vision, ça l'est, pour empirer les choses plus rapidement, puisque de toute façon, ça va s'empirer. Selon eux. Voilà, oui, selon eux. Et moi, ce que j'avais écouté, c'est un podcast de CBC, c'est White Hot 8. Qui est vraiment bien, qui est justement sur un mouvement qui est un peu du même genre, qui est The Base. Qui est basé aux États-Unis, puis qui s'est pas mal développé au Canada. On va pas se mentir, on a des membres ici à Halifax. Ils nous écoutent pas parce qu'ils parlent pas français, mais voilà. Donc il y a des. Il y en a peut-être qui sont francophones qui écoutent. Peut-être. Mais globalement. Bonjour. Full Trumpiste, voilà. Un peu. Donc bref, on revient sur notre ami Stewart, qui lui était un des artisans de la prise du Capitole, de janvier 2021. Janvier 2021. C'est là où on pensait que 2020 avait été la grosse merde et là, 2021 a commencé en disant non, c'est pire. La bonne news, c'est que lui a pris pas mal d'années de prison, 18 ans de prison pour sédition, qui est quand même un crime assez rare aux États-Unis, alors que lui en plus n'était même pas rentré dans le Capitole. Non, il a instrumenté. Ouais, et en fait il pilotait un peu comme un général, tu vois, genre avec des talkie-walkie, etc. Et voilà. Et ce qu'a dit la juge, et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle le dise, mais la juge qui l'a jugé à la fin a respecté la plupart du réquisitoire, mais elle a notifié quelque chose lorsque lui a répondu. Elle a dit: vous êtes éloquent, vous êtes intelligent et charismatique, vous êtes un danger pour notre pays. Et ça m'embête un peu qu'elle l'ait dit de cette manière-là, parce que il y avait un côté utilisé comme un martyr. Plus. En gros, et en plus le truc c'est que je sais pas où en sont les Housekeepers justement par rapport au QAnon, donc la mouvance trumpiste, complotiste, mais tu peux pas ouvrir la porte de l'intelligence à travers ça, parce que sinon le complotisme se sent vraiment renforcé, tu vois. Tu vois, donc je sais pas où est la limite, parce que lui c'est un suprémaciste blanc, il y a aucun problème, c'est un facho, mais t'as pas envie d'ouvrir cette porte-là. Non. Voilà, donc bonne nouvelle, il va en tôle. Puis salut quoi. Bye. Salut Stewart. On continue. Oui, joyeux. Non, de toute façon, nos news, vous avez l'habitude. Là, on va parler un petit peu des menaces qui pèsent sur les communautés queer à travers le monde. Petit focus, États-Unis, Canada, puis un petit peu la France. Je sais qu'il y a pas mal de news partout. On a vu que en Afrique aussi, c'était très compliqué. On a vu aussi en Belgique, il se passe des choses. Enfin, tu vois, il se passe des choses un petit peu partout. Là, je voulais juste remonter sur quelques points. Donc, la loi dont je vous ai parlé juste avant, qui est passée, il me semble que c'était l'année dernière. Donc, don't say gay. Ne dites pas homosexuel. Ou genre comment je peux dire, le retour des gens qui, eux, ne voient rien de mal avec cette loi, disent, mais il y a rien qui dit gay dedans. Puis c'est comme, OK, mais ça dit que t'as pas le droit de parler de gender ideology, etc. Mais c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas le mot, donc ce qu'on a fait est correct. OK, then.
Et cette loi est, elle est vraiment compliquée parce que on va le voir à travers tous les points qu'on va citer là, mais l'objectif, c'est aussi de faire taire la communauté queer et les alliés. C'est ça. C'est faire croire que parce que tu n'en entends pas parler de X choses, elle n'existe pas, à la place de comprendre que c'est parce que tu l'invisibilises que tu penses pas qu'elle existe. Exact. Et tu gommes, du coup, si tu n'en parles pas, tu gommes les discriminations aussi. Oui. Et donc, du coup, ça t'empêche de réfléchir au niveau systémique. Chose, c'est ça la grosse différence entre le travail peut-être qu'on peut faire, qui est au contraire de visibiliser les injustices sociales qui sont construites, et plutôt la droite, disons-le clairement, la droite en général, qui, elle, va remettre ces injustices plutôt sur des causes individuelles et ton échec individuel. Nous, on voit en termes de système, les autres voient en termes d'individus. Désolé, mais c'est le bocal qui fait le poisson. Donc, voilà. Puis c'est l'espèce du poisson qui fait le poisson. C'est pas autre chose. C'est pas le parcours du poisson qui fait le poisson. Surtout dans le bocal. Donc, du coup, là encore, on se rend compte qu'il y a des attaques vraiment fortes. Alors, comme le Kentucky, un autre État qui est vraiment là-dedans. Une chose que j'ai trouvée folle, c'est qu'une des lois du Kentucky, c'est que tu peux outrepasser des règles qui sont mises en place par le gouverneur, par exemple, avec les chambres. Et t'es pas obligé d'avoir genre majorité absolue, tu vois. Tu peux juste passer à côté. Et là, ils ont fait passer des lois anti-trans, justement, au Kentucky via ce processus-là, tu vois. Parce que les républicains ont la chambre et le... Je me souviens plus comment ça s'appelle, la seconde chambre au Kentucky. Sûrement le Sénat. Enfin, ok, le Sénat. Notre régisseur, que l'on remercie, Bob le régisseur, nous confirme que c'est bien le Sénat du Kentucky, du coup. Voilà, donc ça, première attaque. La deuxième, je voulais parler d'un attentat en France à la bouteille explosive qui s'est passé dans un centre LGBTQI à Tours, qui était un centre vraiment de soutien à la communauté queer, du coup, à Tours, qui a été attaqué à la bouteille explosive, mais... Une chose est, je voulais revenir là-dessus, une chose est assez grave, c'est que le mot de terrorisme n'a jamais été prononcé par les autorités, et on parle de bouteille explosive. Non. Non, mais clairement, c'est pareil. Si un terroriste met une bombe dans un sac, on va pas parler d'un sac explosif, on va parler d'une bombe, et ça fait rentrer tout de suite l'actualité dans un autre phénomène, tu vois. Donc là, on se met à avoir de plus en plus d'attaques, en France, mais partout ailleurs, contre les communautés LGBT, QIA+, plus communément connu sous les communautés LGBT en général. Si je dis l'un, je veux dire l'autre. Et j'oublie pas le 2S ou 2E pour les deux esprits, tu vois. Donc, il y a ça qui se développe vraiment. Et la hausse des attaques contre les communautés est vraiment forte d'année en année. Elle est forte et je trouve ça vraiment intéressant que c'est vraiment... Comment je peux dire? Tu vois que ces personnes n'ont pas... Ils n'ont pas d'imagination parce que c'est les mêmes plaintes et c'est la même rhétorique que contre... Peu importe, identifie le groupe précédent qu'il fallait haïr pour X raisons. Ça ruine la société, ça va changer les choses, ça fait que les jeunes vont plus savoir qui ils sont. Tu vas entendre exactement les mêmes choses d'autres groupes de la communauté queer, mais aussi, avant ça, tu auras tous les groupes de minorités visibles, tu auras les personnes autochtones, tu auras les femmes, tu auras... Tu sais, trouve-toi tous les autres groupes qui sont pas un groupe dominant et partout dans le monde, je suis sûre aussi un équivalent de la justification qui est trouvée quand c'est non seulement stupide, mais en plus, tu n'as même pas la capacité de trouver une nouvelle raison pour laquelle haïr un groupe, ce que je trouve fascinant, où tu n'es même pas capable toi-même de dire « Ah, en fait, attends une minute, la même chose était dite à propos de je sais pas, déségréguer les écoles. » Ben, OK. Comme, peut-être que si c'était la même rhétorique là, peut-être que ma rhétorique maintenant n'est pas logique, mais il n'y a pas ce questionnement-là. Non. Et je trouve ça super intéressant de voir ça et de le re-entendre que... Si tu écoutes les nouvelles pendant 10 ans, tu vas le réentendre à propos de 45 différents groupes. C'est vraiment flippant parce que on parle de gens qui sont... Ils existent, on parle de... Et en plus, ce qui est étrange, c'est que un truc...
avant de pouvoir parler de ça, je voulais vraiment me redocumenter, me remettre vraiment l'esprit au frais, tu vois, sur ça. Je suis pas membre de la commu, et donc du coup, c'est important, tu vois, d'avoir des inputs, et enfin vraiment, tu vois, de comprendre de quoi on parle. C'est l'ordre naturel des choses d'avoir des gens homosexuels. Et ça, c'est très dur à faire admettre par l'autre camp. Vraiment les haters, tu vois. Et j'ai plein d'autres trucs qui me viennent à l'esprit, là, tu vois, mais plein d'attaques en plus dont j'ai entendu parler dans les médias, mais globalement, il y a une proportion connue, statistiquement connue, tu vois, dans une population de personnes homosexuelles, qui est connue, qui est la même. Que tu sois exposé ou non aux mots ou à l'explication de ce qu'est l'homosexualité, la proportion dans une population de personnes homosexuelles est toujours la même. Par exemple, je lisais un article qui était marrant, il me semble que c'est en Papouasie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, où en fait, dans la culture, les jeunes garçons et les jeunes ont des relations homosexuelles. Tu vois, avant d'atteindre l'âge adulte. Tu vois, c'est culturel. Et bien on se rend compte que malgré ce passage obligatoire d'un rite de passage vers l'âge adulte, la proportion de personnes homosexuelles après le passage est toujours la même. C'est-à-dire que ces personnes, ces jeunes ont été exposés à l'homosexualité plus tôt dans leur vie, et plus âgés, ils ne deviennent pas homosexuels. Ils le sont ou ils le sont pas. C'est ça. Et la proportion est toujours la même. Incroyable, hein? Wow. Donc du coup, je me demande de quoi ont peur les gens qui sont... Tu vois? Moi, c'est toujours l'affaire. S'ils le voient, peut-être qu'ils vont être confus. S'ils sont confus, c'est parce qu'ils se posent des questions et c'est normal pour un enfant de poser. Les enfants posent beaucoup de questions et des fois, c'est chiant. Je suis d'accord parce que c'est non-stop, mais c'est normal. C'est comme ça que tu apprends et que tu grandis et que tu te construis toi-même. Donc, c'est important. Puis poser des questions parce que quelqu'un a dit c'est un garçon, mais il se sent comme une fille. Pose des questions, explore ça. C'est OK, c'est correct. Demande-toi qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que c'est un enfant qui trouve ça le fun de porter des robes, puis ça s'arrête là. Peut-être que c'est un enfant qui est pas à l'aise dans son corps. Et c'est ça, comme le plus que tu parles à des enfants, le plus que tu réalises qu'eux, ils disent juste comment ils se sentent. Il n'y a aucune arrière-pensée. Non, eux n'ont pas de billet politique. Un enfant de 4 ans, elle va pas dire va voter pour ce gars-là. J'en ai vu, mais... OK, bon, si. Non. Il y a peut-être l'indoctrination, mais je veux dire, il va pas comprendre la raison pourquoi il dirait ça. Il va juste dire un truc. Mais... Exact. C'est important d'en parler. Oui. C'est important d'en parler parce que moi, j'ai... Puis je veux dire, c'est pas parce qu'on m'a dit à 5 ans, il y a des messieurs qui aiment des messieurs que je me suis dit, alors tout le monde doit être gay ou tout le monde doit être lesbienne ou peu importe. Non, j'étais comme, OK, merci, point. All right, vivez votre vie. C'est vraiment pas compliqué. Mais ça passe vraiment beaucoup par l'éducation des adultes, tu vois. Et j'ai vu, on va appeler Olga juste après, donc j'aurai pas le temps de passer à travers, mais le Canada aussi se met à faire des trucs. Maxime Bernier a mis une plateforme anti-trans en place. Bref, il se passe pas mal. Le Sénat français commence à explorer une loi pour interdire aux mineurs les transitions, ce genre de choses. Bref, donc il se passe des choses intéressantes. Je voulais juste revenir sur une chose, c'est que je pense que l'éducation passe beaucoup par les adultes. Étrangement, à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de penser. Les enfants savent comme qu'est-ce qui se passe. Ils ont peut-être pas les mots, ils ont peut-être pas le background, mais ils sont pas stupides. Les adultes pensent qu'ils suivent pas tout ça, mais ils sont plus éduqués que vous autres. Exact. Ils sont plus éduqués que nous autres dessus plein de ces choses-là. Parce que c'est juste, ça fait partie des discussions régulières. Une des choses que j'ai vues, c'est comme, tu sais, on parle du contrôle du corps des femmes avec plein de différentes lois anti-avortement qui sont passées. Et là, c'est juste la continuation de ça avec t'as pas le droit de prendre X, Y hormones quand il y a plus d'hommes straight, cisgenres qui prennent de la testostérone que d'hommes trans. Comme, quand on parle d'hormones, regardez donc les proportions si vous êtes perdu là-dedans et c'est pas les personnes trans qui en consomment le plus. Exact. So, guys. On appelle l'autre gars. On repart en Afrique. Yes. On va vérifier si le son est bon. Allô. Salut Olga. Salut Olga, comment ça va?
Ça va bien, et vous? Merci. Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que je te refais la blague sur quel temps il fait à Yaoundé? Alors, c'est déjà, on peut dire, il fait déjà extrêmement chaud. Nous sommes déjà en pleine entrée dans la saison chaude, voilà. Oh, cool. Ça change de la saison des pluies. Oui, ça change. On va commencer avec un sujet intéressant. On va parler du... Attends, je regarde. Génocide au Rwanda. Il y a un suspect qui a été arrêté récemment, c'est ça? Tout à fait. Donc, l'un des suspects les plus recherchés dans le génocide rwandais, un officier de police soupçonné d'avoir orchestré le massacre de plus de 2000 personnes dans une église il y a près de 30 ans déjà, a été donc arrêté en Afrique du Sud après 22 ans de cavale. C'est donc une annonce faite par un tribunal spécial mis en place par les Nations Unies pour retrouver les auteurs du génocide. Et il faut rappeler que plus de 800 000 personnes ont été tuées lors de ce génocide rwandais qui s'est déroulé en 3 mois en 1994 lorsque des membres de l'ethnie Hutu se sont retournés contre une autre ethnie et la massacrant ainsi que les Hutus modérés qui tentaient de protéger l'ethnie en question. Et comment est-ce qu'il a été capturé? Alors, Fulgence Caïs Mena, puisqu'il s'agit de lui, donc, a été arrêté mercredi dans un vignoble à Parle. Parle donc, est une petite ville située dans une région viticole à environ 300 km à l'est du Cap. Il a donc été capturé lors d'une opération conjointe de l'équipe de recherche et des fugitifs du tribunal et des autorités sud-africaines. Cool. Bonne nouvelle. Intéressant. Ensuite, on va en Afrique du Sud où il y a une épidémie de choléra. Justement, en Afrique du Sud, au moins 17 personnes sont décédées à la suite d'une épidémie de choléra dans le township de Amanskal, dans la banlieue de Pretoria, donc la capitale de l'Afrique du Sud. Le bilan donc s'est alourdi par rapport aux 10 décès signalés par les autorités sanitaires locales en début de semaine. Les autorités ont aussi indiqué qu'il y avait 29 autres cas de choléra confirmés en laboratoire, tandis que 67 personnes ont été admises dans un hôpital et des cliniques pour des infections gastro-intestinales. Donc, vous comprenez que la situation est vraiment critique en Afrique du Sud avec cette épidémie du choléra. Wow, oui. Quelle est la source exacte de cette épidémie? Alors, les autorités sanitaires doivent encore confirmer la source exacte de l'épidémie de choléra, mais la mauvaise gestion des eaux usées et l'instabilité des autorités locales dans la capitale sud-africaine donc, ont été mises en cause. OK. Et on va finir avec le cinéma africain, avec un gros plan justement sur ce cinéma africain. Yeah. Alors oui, justement, parlons du cinéma africain qui a révolutionné la vision que le monde a de l'Afrique et des Africains dans l'ensemble. Alors, depuis ces dernières années, l'industrie cinématographique africaine gagne en popularité. Les œuvres produites sur le continent s'imposent davantage dans les festivals internationaux. On va donc dire que la production cinématographique africaine connaît une croissance rapide et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut dire également que ce secteur est encore faiblement exploité en Afrique. Et pourquoi justement il est fortement inexploité? Alors, on peut dire que cela peut s'expliquer par un manque déjà d'infrastructures, un climat également sociopolitique et une situation économique assez instable. Donc, cela donc pourrait être les causes donc, du fait que le cinéma africain ne soit pas véritablement exploité en Afrique. Wow. Olga, est-ce que tu as des films ou des séries africaines que tu aimerais que tu aimes ou que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Bah oui, il y a une série africaine que j'aime bien. La série s'appelle Madame Monsieur. Voilà, c'est une série camerounaise. Voilà que j'aime bien. Il y a plusieurs épisodes et puis je pourrais recommander à d'autres personnes de regarder. Elles ne seront pas déçues.
Cool. Merci. Merci. Et demain, tu présenteras toujours le journal télévisé? Le journal à 20h30. À 20h. Merci beaucoup, Olga. Merci. Et du coup, ah oui, pour les gens qui aimeraient te suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver déjà sur la plateforme Facebook en tapant juste mon nom, Olga Bessala. Oui, également sur les autres réseaux sociaux comme Instagram. Je suis également sur Twitter, sur YouTube. Voilà. Cool. Parfait. Et ben, du coup, à la semaine prochaine, Olga, et merci encore. Oui. Merci à vous également. À bientôt. Bye. Bye bye. Cool. Ben voilà, une série à découvrir. Yes, madame, monsieur. Nice. Yeah. Je vais essayer de retrouver ça et je pense que je le partagerai dans la. Nice. Je le partagerai dans la description de ce que vous êtes en train de regarder, chers amis. Si vous n'êtes pas. Voilà. Alors, es-tu actionnaire de Shell ou Total? Tu sais que pour rigoler, j'avais une action Total quand j'étais plus jeune. Nice. Et donc maintenant, t'es riche. Non. Et Oh, j'ai vendu, quand je me suis politisé, j'ai vendu cette merde. Non. J'ai vidé tout mon compte d'actions. Ouais, J'ai tout mis sur un livret de merde. Enfin, un livret qui ramène rien, mais je voulais pas de. Voilà. Écoute, on fait ce qu'on peut. Non, et le reste. Je suis pas actionnaire non plus. Non, mais juste pour être, je pense que j'ai clair. 100 € d'une toute petite entreprise qui fait des panneaux solaires ou un truc du genre. Nice. Nice. Je sais pas trop. Ouais. J'ai pris des risques, du coup, en investissant. There you go. Les salariés, eux, ne prennent pas de risques. Yeah. Moi, j'ai fait un hold, je pense, 20$ de profit sur un. What? Mais t'es une rentière, ça Mélo. me paye je sais pas, du pain ou quelque chose, là. Tout coûte trop cher, là, mais d'une petite d'une entreprise en Colombie-Britannique qui fait des vêtements avec des fibres naturelles et qui paye de façon équitable ses employés. Oh my God! Bravo, There you Mélo. go. So, there Bon, you go. voilà, Un hold 20$. Je pense que là, Be voilà, jealous. on a fait notre petit tour d'investisseurs, tu vois. Clairement, c'est un podcast d'investissement. Non, mais oui, You're c'est ça, welcome. c'est ça. Deux personnes blanches qui parlent d'investissement financier. Vous Amazing. êtes sur le bon podcast. Vous êtes au bon endroit, il n'y a pas de raison. On va parler de Shell et de Total. Ces deux immenses entreprises du pétrole tenaient leurs assemblées générales. Une assemblée générale, il faut leur expliquer, c'est intéressant ça. Une assemblée générale, c'est quand les gens qui dirigent ou possèdent une entreprise ou qui sont au conseil d'administration d'une association se réunissent et présentent aux membres et au monde ce qu'a fait cette entreprise ou cette association. Ouais. C'est un petit peu ça, tu vois. Donc on présente les bénéfices, quels ont été les projets qui ont été entrepris, les grands projets qui sont en cours et quelle est la stratégie pour l'avenir. Et des fois, il y a des votes en assemblée générale qui se font pour définir une orientation. Ces deux entreprises ont eu leurs assemblées générales qui ont été un petit peu mouvementées, parce que le pétrole n'est plus en vogue, Mélo. What? Mais là, c'est cool. Mais oui. C'est des dinosaures, non, je sais pas. Mais oui, des fougères. Des fougères. Regarde, en plus, c'est vert. Regarde. Oui, c'est devenu noir et maintenant, quand on le brûle, ça émet du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et ça, c'est plutôt un problème pour nous. Yeah, alors, on peut expliquer pourquoi le pétrole n'a plus le vent en poupe de la part de l'opinion en général. Parce qu'on se rend compte que quand même le pétrole qui a drivé énormément la société de consommation, tu vois, à partir de l'après-guerre, mais même avant la Seconde Guerre mondiale, le pétrole est quand même... il faut le rappeler, le pétrole, c'est une des énergies, un des moyens d'obtenir de l'énergie les plus concentrés et les plus faciles à transporter, parce que le pétrole, c'est stable. Ouais. Le pétrole, t'en as une goutte, elle va pas bouger, elle va pas s'enflammer, elle va pas se diffuser dans l'atmosphère, etc. Le pétrole a été un bouleversement pour nos économies, a été un bouleversement pour notre monde. Seulement, on se rend compte maintenant, mais les compagnies pétrolières le savent depuis un certain temps, que le fait de brûler du pétrole, ça émet du CO2 dans l'atmosphère. Ça, on le savait plus ou moins, mais on pensait pas que ça allait avoir un impact. Le X, c'est que quand tu es 8 milliards de personnes à cramer du truc dans l'atmosphère, et encore, je dis ça, c'est pas 8 milliards de personnes qui crament du pétrole dans l'atmosphère. C'est 1,5 milliard de personnes au nord qui ont tous deux bagnoles, qui sont tout seuls dans leur bagnole, etc., etc. Mais, rappelons-le, ne mettez pas l'échec du monde et la disparition du monde sur vos épaules individuelles. C'est pas ça qu'on dit. On vit dans un système, on vit dans un monde. Tu as un téléphone, on a des iPads, on a des trucs, on communique.
on a des congés, etc., etc. Et tout ça, c'est majoritairement possible aussi parce qu'il y a eu le pétrole à un moment. Seulement, maintenant qu'on se rend compte qu'on a fait une connerie en investissant tout là-dedans, eh ben, il faut qu'on bifurque. Faut qu'on change. Et donc, ça suppose de faire disparaître un peu les monopoles de ces grandes entreprises et surtout, peut-être, leur manière de faire changer leur manière de faire. C'est ça. Eh ben, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Quoi ? Ils possèdent une part de ces entreprises, ils sont actionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des parts de cette entreprise. Pourquoi une entreprise a intérêt à vendre des actions ? Une entreprise, ça doit se développer. Et une manière de se développer, c'est de dire, je te vends une part de mon entreprise, c'est-à-dire que tu as des parts de mon entreprise, c'est-à-dire que quand je vais faire des bénéfices ou que j'ai des décisions à prendre, tu pourras prendre part déjà aux bénéfices et aussi aux décisions parce que tu possèdes un certain pourcentage de mon entreprise. C'est un peu comme ça que ça se passe. Une entreprise familiale, quand on dit entreprise familiale, c'est parce que la famille détient la majorité des parts de l'entreprise qui va lui permettre de garder le contrôle de son entreprise. Ce n'est pas le cas de la plupart des grands acteurs. Souvent, une énorme compagnie, tu as quelqu'un qui en possède 20%, tu as quelqu'un qui en possède 10%. Ça veut dire que des bénéfices, je vais en récupérer 20% des bénéfices vont aller parce que je possède 20% des parts. Par exemple, quelqu'un qui ne lâchera jamais le contrôle de son entreprise, c'est... j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle ? Zuckerberg. Mark Zuckerberg possède toujours la majorité des parts de Facebook et donc touche plus de la moitié des bénéfices de Facebook. C'est ce qui fait que ça l'a propulsé parmi les plus grandes fortunes mondiales. Bref, petit cours d'économie terminé. Les gens qui ont investi dans les entreprises pétrolières n'ont pas intérêt à ce que le modèle change. Non. Et donc, ça paye. Ils se sont rendus notamment ce matin à l'Assemblée Générale de Total Energy, qui est la plus grande entreprise française en termes de chiffre d'affaires. Et l'entreprise française qui fait le plus de bénéfices. Et ils s'en sont rendus, mais il y avait des écologistes qui étaient là. Oh non ! Et il y a eu des superbes discussions entre des écologistes non violents et des actionnaires de Total violents. Clairement violents. Et la police, bien sûr, pour défendre qui a défendu la police? Mais la police a-tu même fait quelque chose? Oui, la police a violenté des manifestants non violents, a brisé des vitres de voitures, a gazé des gens pour permettre au capital, le capital, quand on le dit, c'est les gens qui possèdent les entreprises, voilà, clairement, de pouvoir assister à cette Assemblée Générale, parce que c'est pas normal qu'on puisse interdire ça. Et dans les discussions qu'on a pu entendre, notamment, des élus étaient présents pour dire aux actionnaires, les gars, c'est pourri ce que vous faites, etc., etc. Enfin, c'est pas pourri ce que vous faites, c'est plutôt accepter qu'on change le monde. C'est plutôt ça que disaient aussi les manifestants écologistes non violents, tu vois, c'était plutôt ça. Et les réponses, c'était plutôt, vous êtes des politiques, vous faites rien, vous êtes des parasites du système et tout. Moi, je rêve, j'adore, tu vois, entendre un rentier, quelqu'un qui gagne sa vie parce qu'il a investi de l'argent dans une entreprise, c'est-à-dire qu'il branle rien et puis il touche de l'argent, tu vois. Ce mec-là, de dire à quelqu'un d'autre, t'es un parasite, moi, ça me fait doucement sourire parce qu'on va le rappeler, les vrais parasites, c'est les gens qui possèdent des moyens de production, qui possèdent donc des parts d'entreprise, qui possèdent de l'immobilier, qui possèdent, etc. Ces gens-là vivent du capital, c'est-à-dire que le capital leur rapporte de l'argent. Donc, du coup, ils tirent leur argent du travail des autres. Et qui ont aucune volonté personnelle à voir que la consommation de quoi que ce soit baisse. Non. Qu'on voie les pays ou la vie ou la production, peu importe, comme autre chose qu'un PIB ou autre chose que de l'argent, essentiellement. Donc là, ces assemblées générales ont été perturbées. Et on s'entend que les gens qui sont là, c'est pas la personne qui a une action qui vaut 50 centimes. Hein, c'est un 250 millième d'action de je sais pas quoi. Là. C'est clairement des personnes motivées parce que, écoute, une AGA, là, c'est pas si excitant que ça. Non, c'est casse-couille. Et surtout pour ça, ça va être du genre, c'est du pétrole, on a fait du fric, merci. Non, mais c'est ça. Puis est-ce que vous votez pour tel ou tel truc? Est-ce que vous votez pour virer plus de gens, pour faire plus de bénéfices? Non, mais c'est ça. Je sais pas si on est vraiment là pour faire des bénéfices, nous. On est plutôt là parce qu'on aime le liquide noir. Les gens sont là pour faire de la thune. Donc tout ce qui va permettre de couper dans les coûts de l'entreprise, ils vont le faire. Donc c'est-à-dire virer des gens, réduire la masse salariale. Si possible, par exemple, un grand plan qui aurait pu être voté, c'est est-ce qu'on continue d'investir dans le lobbying chez Total? Et bien sûr, le lobbying, qu'est-ce que ça rapporte? Le lobbying, ça va permettre d'envoyer des lobbyistes, c'est-à-dire des gens payés par une grande entreprise, influencer les décisions politiques en faveur de cette entreprise. Moi, j'ai aucun problème avec le lobbying.
J'ai aucun problème avec le lobbying. Tu vois, par exemple, on sait que Attac fait du lobbying. Attac, qui est l'association altermondialiste anti-fraude fiscale et évasion fiscale, dont on avait reçu Yuli, la porte-parole, la fois dernière, fait du lobbying. Le lobbying n'est pas un problème. C'est, en français, on dirait même de la sensibilisation. Ouais. C'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu défends des choses qui sont presque, je dirais même immorales, tu vois, dans notre moment, tu vois. Ouais. C'est comment tu peux vouloir réduire les réglementations sur les énergies fossiles aujourd'hui. Et on a la réponse en image. Le vieux nous dit « Je m'en fous de votre planète ». Parce que c'est bientôt, c'est plus la sienne et merci. J'ai enjoyé ma vie. Ah, mais ce gars, il a des enfants, il fait partie d'un pays. On est dans un moment où... Tu sais, dans les premières émissions, j'avais mon point de vue sur un petit peu cette lutte des âges. On parle souvent de lutte des classes, on parle de lutte de pas mal de choses, etc. Lutte des genres. Je parlais un petit peu de cette lutte des âges. Et en fait, je me rends compte que non, c'est pas fondé, cette question de la lutte des âges. Je pense qu'il y a énormément de... C'est l'évolution de la lutte des classes. Mais les gens vieillissent. Oui, exactement. Right? Exactement. Mais c'est pas une question d'âge. C'est-à-dire qu'on a vu énormément de personnes âgées se mobiliser justement pour les causes écologistes, pour le progrès social. Donc, je me dis, non, en fait, cette lutte des âges, c'est vraiment une fausse piste, ça n'existe pas. Les vieux sont nos alliés. Ouais. Ben écoute, il y a des vieux cons comme il y a des jeunes cons, il y a des cons partout. Exact. Voilà ma réflexion super intellectuelle, mais c'est vrai. Oui, mais souvent, ils possèdent. C'est souvent des possédants. Voilà. D'ailleurs, vous verrez, on commence à recevoir quelques petits commentaires, des trucs machin sur les petits contenus qu'on poste, notamment sur Instagram, et c'est toujours intéressant de les lire. J'aimerais bien, moi je rêve, que ce soit pas un mec blanc, cis, genre hétéro, qui nous mette un commentaire, un truc ignoble qu'on en reçoit des fois. J'aimerais vraiment. C'est-à-dire que là, ça voudrait dire, ok, c'était vraiment nul ce qu'on a dit. Mais jusqu'à présent, regardez les commentaires des gens qui essaient de défendre un peu ces causes-là, tu vois, ensemble. C'est toujours des mecs blancs, cis, hétéros. Ben, moi, c'est toujours OK, j'ai pas de problème, donne-moi ta source. Et là, étrangement, il n'y a jamais de source. Weird. Peut-être c'est parce que tu me dis de la merde. Exact. Puis finalement, t'as pas envie de l'assumer. Donc voilà, on répond vraiment aux commentaires intéressants. Des gens qui se posent des questions ou même qui sont un peu tatillons sur des trucs. C'est fine. Si on dit de la merde aussi et que vous avez des éléments intéressants, envoyez-nous Instagram, commentaires YouTube, partout, là, même sur Twitch, là. N'hésitez pas. Mais on adore discuter, et surtout avec les mecs blancs. On passe aux bonnes news parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, c'est deux nouvelles vraiment différentes. Ben non, ça fait du transport, voilà. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge de mes bonnes nouvelles. C'est le transport. Mais donc la première, et je l'ai mis parce que je pense que ça représente une mouvance qui se passe en ce moment. En général, mais c'est donc le monstre de la Terre, qui est une énorme statue qui était donc au Mexique et qui a été ramenée au Mexique. C'est un peu flou comment c'est parti, etc. Parce que, bon, il y a eu beaucoup de conquêtes, on le sait. On sait que le Mexique a géré beaucoup de différentes choses. Et c'est incroyable qu'il y a encore la culture qui est là, résistance. Mais donc, ça aboutit quelque part aux États-Unis. C'est en fait quelqu'un qui l'a trouvé un peu par hasard. Et ça vient probablement d'une conquête du passé où ça a été dumpé quelque part. Mais c'est revenu. Ça va être en exposition de nouveau. Et donc, c'est un cadeau de la part du passé, des Olmecs, qui revient. C'est très important et je pense que ça représente le fait qu'à la place de se dire « Ah, j'ai trouvé un truc cool qui est vieux et qui vient d'une autre culture, je vais le garder chez moi pour le regarder. » Ben, à la place, c'est « Hey, ça c'était à toi. Tiens, profite de ton héritage. » J'ai une blague. Uh-oh. Est-ce que tu sais pourquoi les pyramides sont en Égypte? Non. Pourquoi? Attends, j'ai loupé ma chute. Ah ben là. Attends, comment ça s'appelle? Bref, parce que... non, mais si, je l'ai. OK. Parce que les Anglais n'avaient pas la place pour les mettre à Londres. Oh, there you go. Mais c'est basically ça. Mais ils ont pris tout ce qu'il y avait dedans, mais bon, that's fine. Non, mais c'est vraiment le décolonialisme passe aussi par la restitution des œuvres d'art. Et donc, oui, bonne chose. Je pense que c'est... Je pense que je l'ai déjà vu, ce truc-là, en plus. Dans un Tintin. Le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil, c'est peut-être les Incas. Ouais, ben, écoute,
Tintin, c'est pas nécessairement la série la plus sensible au niveau culturel. Non, on se rappelle de Tintin chez les Soviets ou Tintin au Congo, enfin des horreurs, tu vois. Bon. Tintin en Amérique, oui. Oh my God, mais en fait, non mais RG, c'était vraiment un... Oui. Ben écoute, y aller sur la Lune, that was cool. C'est quand même vraiment entertaining. Je vais pas enlever ce côté-là. Non, mais moi j'aime bien aussi, tu vois. Mais bon, quand tu le regardes d'un œil, tu te dis, il y avait peut-être des choses problématiques. C'était des frangins des Aztèques, non? Un truc du genre, c'est dans les Olmecs. Ok, intéressant. Et c'est quoi la deuxième bonne nouvelle? Donc, c'est à Halifax, là où on est. Il y a donc eu... c'est une nouvelle que j'ai vue passer aujourd'hui. Mais le but, ce serait de rajouter des rails de train. Bon, non pas pour du transport humain. Bon, OK, écoute, ça sera la prochaine chose. Oui. Mais pour, en gros, limiter le nombre de camions. Donc, on parle vraiment de gros camions de transport dans le centre-ville, de rajouter des rails pour que les trains puissent amener ça plus proche dans le centre-ville. Donc, je pense que ça montre une volonté plus loin, une volonté où peut-être on va limiter, c'est ça, les transports de gros camions, ou même on voit beaucoup plus de pistes cyclables, etc. Donc, c'est en chemin, on verra ce que ça donne à la fin, mais voilà, il y a un plan qui est en place. Voilà, il y a une volonté qui est intéressante. Je te propose de faire une petite pause. Yeah. C'était une bonne première partie. On va couper pendant une petite dizaine de minutes. Si vous nous écoutez en podcast ou en replay, vous attendrez du coup mercredi. Yeah. Vous êtes en train de regarder ça pour avoir accès à la deuxième partie. Et on va aller retrouver Esso qui nous attend. Il m'a envoyé des messages tout à l'heure. Il m'a dit je suis prêt. Nice. Ça va être le moment, Esso. Je t'appelle d'ici 2-3 minutes. Et puis du coup, on va aller à Lomé au Togo. Ça va être nice. À toutes. Bye.